permet donc, sur ces moments d'échange, de rencontre, et aussi de formation, voilà, de se voir, de partager. Je n'ai pas trop préparé mon discours, je ne suis pas vraiment non plus un pro pour tout ça, mais voilà, je vais faire très, très rapidement. Donc, dans le cadre du RAGE, il avait été remonté un certain nombre de sujets qui pouvaient préoccuper les acteurs au quotidien, et notamment ce sujet de la surexposition aux écrans, entre autres, mais il n'y avait pas que ça. Et par la suite, en fait, je suis tombé sur une conférence de M. Imbec à l'IRTS de Los, et c'est comme ça que m'est venue l'idée et la proposition de l'inviter ici aujourd'hui, sur cette même thématique. Voilà, on est très heureux de vous accueillir ici en nombre, et on vous remercie pour ça. Et en même temps, on remercie aussi l'ensemble des partenaires et des acteurs qui sont au soutien et aux manettes aussi un petit peu avec nous pour animer ce réseau. Voilà, notamment les services de l'État, la CAF, la Jeunesse et Sport, l'AGLO, et puis tous les acteurs pro qui animent ce réseau. Je ne vais pas aller plus loin, je vais vous laisser la parole directement. Et non, juste pour vous préciser, donc Bruno va commencer à animer son intervention, et par la suite, on donnera lieu à un temps d'échange. Et c'est aussi ça qui est important, à partir de vos questions et de vos attentes. Voilà. Très bien. Merci. Voilà, merci à tous. Juste savoir à qui j'ai affaire, qui est enseignant ici, les enseignants, quelques enseignants, acteurs de l'environnement de la jeunesse. C'est une excellente chose de vous réunir et de vous organiser en réseau par rapport à une génération nouvelle. On va voir qui demande des réajustements qui se feront d'autant mieux si on le fait ensemble. Et donc c'est important aussi d'associer ceux que vous êtes aussi partiellement, qui est parent ici, qui est parent, avec cette immense majorité, donc vous cumulez plusieurs rôles, vous êtes un professionnel de l'enfance, on est aussi un parent, qui est parent d'un enfant qui est né en 2010 ou après. Alors, vous êtes les homopropriétaires d'enfants qu'on considère comme faisant partie de cette nouvelle génération, cette génération Z. Si d'ailleurs vous en avez deux exemplaires dans votre maison, un qui est né en 2010 ou après, et un qui est un peu plus âgé, qui a 17, 18 ans, faites l'exercice, demandez au plus grand de vous décrire le plus jeune. Vous allez voir qu'il va vous parler de quelqu'un qui est d'une toute autre tribu que la sienne. Ils ne se comprennent quasiment pas, ils ont des manières d'être qui sont très très différentes. D'ailleurs, il y a un exercice qui le montre très bien, c'est l'exercice du Kwakubé. Si vous avez quelqu'un qui est né en 2010 ou après qui fait des Kwakubé, il est tout à fait normal. S'il a 17, 18, 19 ans, c'est un immature. Le Kwakubé, c'est quelque chose qui appartient à cette toute jeune génération qui piège les adultes sur les réseaux sociaux, parce que cette génération, c'est la première qui est née dans un monde qui n'a pas connu le monde sans les réseaux sociaux. C'est tout à fait particulier de faire partie de cette génération qui, pour un certain nombre d'entre eux d'ailleurs, a vécu une naissance numérique avant leur naissance physique. Il suffit qu'en tant que parent, on envoie la photo de son enfant sous forme d'échographie sur les réseaux sociaux. Il existe dans un monde numérique, il n'existe pas encore dans le monde physique. Tous les parents ici, on a certainement, il ne faut surtout pas se culpabiliser, ce sont des tendances, ce ne sont pas des fautes, des parents qui se sont livrés à ce qu'on appelle le sharenting, c'est-à-dire qui ont diffusé des images de leurs enfants sur les réseaux sociaux sans demander le consentement de leurs enfants. Effectivement, c'est une caractéristique que beaucoup d'enfants de cette génération ont vécue, et ils en ont déduit, on est transparent, tout se voit. On va le voir effectivement, parfois des stratégies ou des manières de faire qui ne sont pas sans conséquences et qui sont parfois même très nuisibles, des parents qui diffusent des bulletins scolaires sur les réseaux sociaux. Ça n'a strictement rien à faire sur un réseau social, et c'est surtout la démonstration qu'on n'a rien compris en tant que parent à ce qu'était un bulletin. Un bulletin, ce n'est pas une fiche de paye. Un bulletin, ce n'est pas le révélateur de l'intelligence de l'enfant. C'est juste un panneau indicateur qui nous dit où on en est sur le parcours d'apprentissage et qui permet de faire les réajustements. Ça ne sert qu'à ça, un bulletin. C'est une succession de points. Je pose toujours la question de savoir, ces parents qui mettent les bulletins de leur enfant sur les réseaux sociaux, comment vont-ils réagir si l'enfant a des résultats un peu décevants? Eh bien, l'enfant va en déduire, ça y est, je suis plus digne d'être montré, pire que ça, je suis plus digne d'apprendre. Et c'est comme ça qu'on a des enfants qui se trouvent en grosses difficultés scolaires, non pas parce qu'ils n'aiment pas aller à l'école, ça c'est tout à fait normal. Ne pas aimer aller à l'école, c'est normal pour un enfant. Est-ce qu'il y a ici des parents dont l'enfant n'aime pas aller à l'école?
vous avez un enfant normal. On va s'en rendre très vite compte, effectivement, que l'école est obligatoire. Si elle a été rendue obligatoire, c'est précisément parce qu'on n'y va pas spontanément. Et donc on doit la rendre obligatoire. A priori, dire « j'aime pas l'école », c'est pas un problème. Le problème, c'est quand les parents disent « tu dois aimer l'école ». Pire que ça, avec un adolescent, tu dois aimer les matières qu'on t'enseigne. Alors qu'on sait très bien que les matières ne sont pas nécessairement celles qui mobilisent le plus spontanément l'intérêt de l'enfant ou de l'adolescent. Ils sont juste là pour nous permettre d'élargir notre capacité d'apprendre et de ne jamais être bloqué, de réaliser ce que le prix Nobel d'économie appelle la capacité. La capacité, c'est quand vous faites uniquement des performances minimales pour préserver votre capacité de faire des choix. En gros, vous faites le minimum, mais vous n'échouez jamais d'une manière telle que vous dites « tiens, j'avais envie de faire ça, je ne suis pas en mesure de le faire ». Ça, c'est un problème. Un adolescent qui, parce qu'il échoue, et généralement ils échouent non pas parce qu'ils n'aiment pas l'école, mais parce qu'ils ne s'aiment pas quand ils sont à l'école, on verra la différence entre les deux. Eh bien là, effectivement, je voulais faire ça, je n'ai pas su, et donc je ne peux plus faire maintenant le choix qui correspond à mes aspirations. Ça, c'est un déficit de capacité. Mais dire simplement, je fais le minimum pour réussir et je ne veux pas en faire plus, ce que les adolescents expliquent avec une très très belle formule, t'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère, s'ils avaient lu Sen, ils vous diraient, j'ai maintenu ma capacité. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas lu Sen, et donc ils se contentent de cette formule que le parent a du mal à comprendre et qui pourtant est très très réaliste. On va le voir d'ailleurs. Si on veut venir en aide aux adolescents, et notamment cette nouvelle génération, cette génération dite de verre, eh bien il va falloir aussi qu'on analyse nos propres comportements. Parce que dire cette génération est une génération qui est saturée d'écrans, qui n'en peut plus, qui est complètement débordée par les écrans, j'entends des horreurs sur cette génération, la fabrique du crétin digital. Comment peut-on mettre un titre pareil, un bouquin qui n'est pas nécessairement mal fait, c'est pas le contenu que je critique, c'est le bouquin. Moi, si je vois effectivement qu'on parle de cette manière de ma génération, mon premier réflexe, c'est de dire que ces adultes ne savent absolument pas qui on est, nous prennent pour des crétins, alors que, on le verra, c'est complètement faux. On a affaire à une génération qui a une forme d'intelligence tout à fait particulière, parce qu'elle a été éveillée par l'anxiété notamment, et donc on verra effectivement qu'il n'est pas question de parler de crétinisation. Pendant le Covid, on n'a pas arrêté de m'appeler, en Belgique notamment, pour me dire, mais est-ce qu'on a affaire à une génération sacrifiée? On me posait des questions aussi bêtes que, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les cerveaux se ramollissent? Là, j'avais juste l'impression que le cerveau du journaliste est en train de se ramollir, parce qu'il ne faut pas, ne pas concevoir que le cerveau n'est pas un muscle. Ce n'est pas parce que vous l'exercez comme un muscle qu'il va effectivement gonfler. Le cerveau, c'est un organe qui se nourrit systématiquement de ce qu'on lui donne comme nourriture. Et donc, effectivement, le fait de suspendre l'école pendant un petit temps ne va pas fabriquer une génération qu'on appelle génération sacrifiée, par exemple. La seule génération sacrifiée dans l'ère moderne, c'est ceux qui ont vécu la guerre 14-18 parce qu'ils sont morts ou ils ont été mutilés. Ceux qui ont vécu la guerre 40-45, alors que l'école a été rudement seclouée et a été longuement suspendue aussi, je vous mets au défi de vérifier ceux qui ont été adolescents pendant cette période et considérer que cette génération serait d'une façon ou d'une autre sacrifiée. La densité de crétins est un invariant à travers les générations. Vous avez toujours la même quantité de crétins et le réflexe de chaque génération, c'est de prétendre que la génération qui vient est de moindre qualité que la sienne. Le niveau baisse. Je l'entends tout le temps, constamment, depuis Socrate. On entend ça. Socrate disait, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de laisser le monde à ces gens-là, les jeunes, qui sont des irresponsables. Le niveau ne changeait, ne baissait pas déjà à l'époque, il changeait parce que la société change. Comme la société change très vite, forcément le niveau baisse, change très rapidement, mais il ne baisse pas, il change de forme. Et des adolescents connaissent des choses que je ne connaissais pas, que mes parents ignoraient complètement, et que mes grands-parents n'avaient même pas conscience que ça pouvait exister. Mais en compensation, par exemple, comme je vois récemment dans un article du journal, le niveau baisse, vous imaginez, les enfants ne savent plus lire les horloges. Non, ils n'ont pas grandi avec des horloges autour d'eux. Moi, mes grands-parents avaient une horloge, je l'entendais scander les minutes, j'ai compris le découpage à partir des aiguilles. C'est donc ce qu'on appelle un apprentissage implicite. Personne ne me l'a enseigné, mais je le savais spontanément, puisque j'avais vécu dans un environnement
les enfants de cette génération-ci n'ont pas grandi dans un environnement peuplé d'horloges. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents, ça veut dire qu'on doit en faire un apprentissage explicite. Ça devient une matière scolaire, tout simplement. Et c'est ce qu'on doit faire en permanence. Si vous demandez à un adolescent de la génération actuelle où se trouve l'Afghanistan, la plupart d'entre eux savent plus ou moins le situer. Dans ma génération, on n'avait aucune idée où ça se trouvait. Dans la génération de mon père, on ne savait même pas que ça existait. Et donc il faut bien concevoir toujours qu'on a affaire à une génération dont on va devoir analyser les composantes, dont on va devoir aussi les analyser en tenant compte de ce que nous sommes, nous aussi, face aux écrans, parce qu'on est dans une génération qui adopte des tas de comportements irrationnels sans s'en rendre compte, qui stigmatise parfois ces comportements chez l'adolescent, mais sans avoir pris le temps de les analyser dans la manière dont ça se produit chez nous, adultes. Je prends un exemple qui montre à quel point on est arrivé actuellement dans notre génération actuelle d'adultes. On est quand même la première espèce vivante qui, lorsqu'on lui montre un repas appétissant, plutôt que de le renifler et de manger, fait une photo. C'est unique dans l'histoire de l'être vivant. Non seulement il fait une photo, mais il l'envoie sur les réseaux sociaux, la photo de ce qu'il s'apprête à manger. Alors, il y en a certainement qui l'ont fait ici. On n'est pas là du tout pour critiquer le comportement. Ce sont des comportements automatiques qui se font sans qu'on y pense. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait m'expliquer pourquoi il l'a fait? Qui est-ce qui, de temps en temps, envoie des photos des repas qu'il prend au restaurant? Tout le monde, voilà. Et vous êtes un tout petit peu plus courageux que les autres, c'est-à-dire que vous acceptez de le dire, pour qu'on puisse vous poser la question de savoir pourquoi vous faites ça. Alors moi, c'est pas que j'envoie, généralement, mais je prends en photo pour garder en souvenir. Alors, c'est la dernière chose qu'il faut faire quand on veut faire un souvenir. Le souvenir, c'est pas ce qu'on a pris en photo. Il y avait d'ailleurs une image absolument magnifique pour comprendre à quel point on est devenu irrationnel. Si vous regardez le 31 décembre, l'image qui a été faite sur les Champs-Élysées à Paris, lorsque vous voyez 1 million de personnes qui sont en train de filmer le feu d'artifice, qui n'est absolument pas fait pour être filmé. Il est fait pour être regardé en groupe, une contemplation commune, pour pouvoir s'extasier ensemble. Là, on ne s'extasie pas parce qu'on se tait, parce qu'on est en train de filmer et qu'on ne veut pas que la voix passe sur l'écran. Donc tout le monde se tait, tout le monde réduit le spectacle à un petit écran, de manière complètement irrationnelle. Donc on ne profite pas du spectacle pour en faire un geste de contemplation collective. Et honnêtement, est-ce que vous allez encore regarder ce feu d'artifice sur votre petit écran le soir? Personne. Et donc le réflexe que vous avez, c'est de se dire, je vais le mettre en mémoire. Le problème, c'est que ce n'est pas votre mémoire, c'est la mémoire d'un appareil. Et la meilleure façon de ne pas faire de souvenirs, c'est de les filmer ou de les photographier. Parce que si vous faites pour créer un souvenir, vous devez observer, prendre le temps d'observer pour vous imprégner, et puis le raconter. Parce que si vous envoyez votre feu d'artifice, vous pouvez me l'envoyer, mais je vous promets que je ne le regarderai pas, parce que ça ne m'intéresse absolument pas d'aller me retaper tout le film de votre feu d'artifice. Et donc, par contre, si vous me dites, j'ai vu un super feu d'artifice, il y avait ça, vous le racontez, là, vous en faites un souvenir. Vous allez vous souvenir toute votre vie de ce que vous aurez imprimé comme un événement émotionnel, que vous aurez ensuite raconté et dont on aura fait une narration collective. Là, vous allez vous en souvenir. Et donc, c'est tout à fait piégeux et c'est complètement irrationnel. Si vous voulez un souvenir de ce que vous allez manger, racontez votre repas à quelqu'un d'autre. Pas nécessairement avec celui ou celle avec qui vous avez partagé le repas, mais à quelqu'un d'autre. Et vous racontez simplement le menu. Je vous promets que ça va rester dans votre tête beaucoup plus longtemps. L'autre réflexe qu'on a parfois quand on me dit « Ben oui, moi j'envoie mes photos parce que comme ça je partage mon plaisir ». Sauf que je peux vous assurer que quand je reçois sur les réseaux sociaux l'image d'un repas, on ne me donne ni le goût ni l'odeur, on ne partage strictement rien du tout. Simplement, on va activer quelque chose qui est devenu tout à fait naturel chez nous, parce que la génération de verre est née dans les réseaux sociaux et dans un monde qui n'a pas connu le monde sans les réseaux sociaux. Nous sommes nés dans un monde qui a fait de la publicité quelque chose de naturel, et on n'a pas connu le monde sans cette publicité, et donc, comme toujours, le cerveau, il va se configurer en fonction de ce qu'on lui donne à expérimenter. Nous avons, face à la publicité, eu tendance à suractiver des neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Vous avez souvent déjà entendu parler des neurones miroirs. Pour les meilleurs, ça crée l'empathie. Sans parfois une formule magique, on l'explique, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas, la tendance à se mettre à la place de l'autre est activée par ces neurones. Pour les meilleurs, c'est l'empathie.
Pour le pire, c'est l'envie. Vous mettez en scène quelqu'un qui semble éprouver du plaisir à vivre quelque chose, vous avez envie d'être à sa place. S'il a l'air d'avoir du plaisir parce qu'il vient d'acheter le dernier modèle d'une voiture, vous vous dites, il faut cette voiture-là aussi, j'aurai le même plaisir que lui. Ça marche chez les tout petits enfants, dans les crèches. Hein. C'est pour ça qu'on a dans les crèches, on a les jouets en 3 exemplaires. Parce que si vous voyez un enfant qui joue avec un jouet et 2 qui regardent cet enfant jouer avec ce jouet-là, pour les 2 enfants, il faudra celui-là, pas un autre. Vous pouvez venir avec tous les jouets du monde. Voir le plaisir que prend quelqu'un à utiliser un objet nous incite à avoir envie d'avoir cet objet. Et donc on a vécu avec des neurones miroirs qui étaient surstimulés, et le cerveau c'est use it et lose it or lose it, donc ce que vous n'utilisez pas se perd, mais ce que vous utilisez se renforce. Et donc nos neurones miroirs fonctionnent terriblement fort, parfois même excessivement, au point que l'envie est devenue une façon de vivre. C'est pour ça que, waouh, ça va être bon ce que je vais manger. Pof, je fais une photo, j'envoie comme ça, je vais faire plein d'envies. Et on est comme ça sur les réseaux sociaux en permanence. Si vous faites une photo de vous, vous faites une photo avec un ciel bleu. Mon fils est parti en Écosse pendant 3 semaines en vacances, et il est revenu, je dis, ouais, t'as eu beau temps, j'ai vu des images sur Facebook, super, c'est tout bleu, etc. Il dit 12 minutes de beau temps, sur les 3 semaines. On a fait toutes les photos pendant les 12 minutes, parce qu'on s'est dit, il faut en profiter, sinon les gens vont voir qu'on a eu un temps pourri. On est tous comme ça, et évidemment, si on est comme ça, on va effectivement avoir beaucoup de mal à dire à nos enfants, attention, il y a plein de dangers sur l'utilisation des écrans. Pire que ça, au lieu de dire il y a plein de dangers qu'on peut cibler, on va diaboliser les écrans en disant c'est nul les écrans. Il faut sortir de ça, c'est lamentable, vous devenez des crétins, fabrique du crétin digital, où vous googlisez votre cerveau, qui sont effectivement ce que l'excès d'écran ou l'usage inapproprié d'écran pourrait inciter à faire. Éventuellement, je veux bien même l'entendre, mais un usage modéré, un usage maîtrisé des écrans, c'est indispensable de comprendre comment on peut le faire. Dire à un enfant, pas d'écran, désolé, tu vas grandir sans écran, c'est diaboliser les écrans, on verra que c'est évidemment pas la bonne façon de faire. Mais l'écran ne va pas nous bouffer, ne va pas te bouffer, ne va pas me bouffer. La déconnexion collective, familiale. J'entends, et je sais qu'il y a des personnes ici qui sont chargées de ce projet super, on me l'a expliqué en quelques mots, mettre en place une maison de jeunes, par exemple. Ne mettez pas les écrans hors de la maison de jeunes, mais il y ait des temps d'écran, il y ait des moments d'écran et des écrans partagés. On va voir comment tout ça peut fonctionner, parce que c'est vrai qu'on a été piégé, et c'est vrai que quand cette nouvelle génération arrive, cette génération qu'on appelle génération vert, pour 2 raisons très précises. D'abord, parce qu'elle a cette tendance à se montrer en permanence, et c'est pas de sa faute, elle a été, depuis sa toute petite enfance, on lui a indiqué que le monde n'était jamais qu'un grand aquarium. Qu'il fallait donc te mettre en scène, en permanence, et te mettre en scène d'une manière la plus positive et la plus idéale possible. Avec toutes les dérives, on va les analyser ensemble, que ça suppose, mais donc, je vis dans un aquarium, je suis donc transparent. Première caractéristique du verre, la transparence. Et cette idée que tout ce que je fais doit pouvoir se montrer, avec une confusion énorme entre l'intime et l'intimité. On peut tout montrer, y compris le monde intime. Ça, c'est complètement faux. Aucune société ne peut demander une exhibition de l'intime. Et donc, c'est ce qui explique parfois qu'il faut rééduquer complètement notre jeunesse en disant attention, il y a l'intimité. L'intimité, c'est ce qui fait partie de notre vie privée, mais que le monde social, en fonction de ses exigences, peut exiger de mettre sur l'espace public. Nos hommes politiques, tant en Belgique qu'en France, doivent montrer leur fiche de revenu. Ce n'était pas une évidence il y a quelques décennies. C'est l'extimité. Si je veux la photo de votre maison, je n'ai qu'à prendre la liste des noms, je tape vos noms, j'aurai vos différentes maisons, c'est pourtant votre vie privée, mais ce n'est pas votre monde intime. Le monde intime, c'est ce qui n'appartient qu'à moi et qui n'aura jamais rien à faire sur les réseaux sociaux. Et donc il faut faire la différence. Ce qui n'appartient qu'à moi, ce sont les fantasmes sexuels et autres, c'est les parties de mon corps que j'estime ne pas devoir montrer sur l'espace public. Et ça, effectivement, ça peut varier d'une communauté à l'autre, et notre seul devoir, c'est d'accepter cette idée qu'on n'a pas le monopole de ce qui est l'intimité, mais que chacun est libre de définir lui-même ce qui fait partie de son intimité, et ce qui doit donc ne pas se révéler sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on a très mal compris les choses, au point d'utiliser des mots complètement inadéquats, le revenge porn, quand j'entends ce mot,
affublé à une caractéristique qui doit nécessairement correspondre à un comportement qu'on appelle la divulgation de l'intime. On a gardé le nom qui vient du moment où on a identifié le symptôme, c'est-à-dire ce qui se passait dans le monde du cinéma à Hollywood, lorsqu'il y avait effectivement affaire à des comportements pornographiques qui étaient en réalité réalisés dans des divulgations sur un air de revanche, parce qu'il y avait énormément de compétition dans le monde du cinéma. Et puis on se dit, bah, faisons l'économie, on va garder le même mot pour parler de ce qui se passe quand des jeunes divulguent des parties de leur monde intime dans des espaces fermés, dans un premier temps. Et il ne faut surtout pas se dire, mais nos jeunes sont des crétins, ils ne comprennent pas que tout ça n'a rien à faire sur l'espace public. Dans un premier temps, c'est dans un espace privé, c'est-à-dire l'équivalent Facebook Messenger. Sauf que Facebook Messenger, on ne trouverait plus un jeune dessus, c'est pour les vieux, les gens de notre âge. Il n'y a plus de jeunes dessus, mais la configuration est la même. C'est-à-dire un petit espace privé. On est entre nous. Tu peux montrer des choses. Et on va voir effectivement qu'on leur a bien montré comment faire pour utiliser les réseaux sociaux, pour montrer des parties de son corps. Et donc, vous êtes dans un environnement intime, et la personne ou les personnes vont vous dire, vas-y, montre des choses, et plus vous montrez des choses, plus vous êtes liké, plus vous avez ce sentiment que votre prestige social grandit. Et chez l'adolescent, c'est terriblement important, le prestige social. Obtenir des likes, c'est une façon d'être reconnu par les autres. Et donc, on va être prêt à en faire de plus en plus. Et puis, une personne diffuse votre image privée est partie sur l'espace public. Vous avez l'impression que tout le monde vous a vu sans vêtements. Le réflexe des adultes, c'est de dire, mais toi, un peu prudent, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que t'es nu? Pire, mais qu'est-ce que t'as pu être con? C'est d'ailleurs souvent ce que l'adolescent ou l'adolescente pense. Alors j'invite tous les adultes qui ont ce réflexe-là à relire Les Liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses, ce sont des adultes de très haut niveau social qui s'envoient du courrier hautement compromettant parce que l'état amoureux, c'est le plus beau moment pathologique d'un être humain normal. Donc on fait parfois un peu n'importe quoi. Et dans un cadre intime dans lequel on peut prendre du prestige, on a tendance à avoir ces courriers très compromettants. Donc nos adolescents ne sont pas plus bêtes, simplement ils sont moins bien éduqués, sans doute, à la distance entre l'intime et l'intimité. L'impression que tout peut se voir, que tu dois toujours te mettre en scène. Regardez comment un adolescent actuellement, comment on compare si vous avez affaire à un adolescent qui était dans ma génération, vous vouliez le prendre en photo, c'était un exploit. Ils échappaient à tous les appareils photo, il n'était pas question de les prendre en photo. Et la photo d'un adolescent qui sourit, c'était un double exploit. Parce que dès qu'on l'avait en photo, il avait une tête jusque par terre parce qu'il se sentait piégé. Et donc les parents de ma génération, cherchaient à piéger leur adolescent pour pouvoir avoir de temps en temps une photo de lui. Maintenant, le plus souvent, vous devrez dire à l'adolescent, arrête de faire ta diva. Tu ne veux pas sourire naturellement, tu ne veux pas arrêter de faire un V, tu ne veux pas... sois naturel. Parce qu'ils sont en représentation d'eux-mêmes, avec tout ce que ça va supposer aussi comme vrai désordre, comme vraie difficulté. Parce que c'est vrai, par exemple, j'invite tous ceux qui veulent comprendre comment ça fonctionne, y compris dans ces mécanismes pervers, à aller regarder le tutoriel qu'Instagram a mis en place pour inciter, parce que ce sont tous les opérateurs commerciaux, c'est pour ça qu'on va être très vigilant quand on fait du travail psychosocial pour déjouer les pièges de ces opérateurs commerciaux, dont le fond de commerce est essentiellement l'attention de l'être humain, qui veulent capter des attentions et la revendre, en fait, en gros. Donc c'est pour ça qu'on va être très très vigilant. Et aussi lorsque on voit comment ils s'adressent à leur clientèle, c'est-à-dire une clientèle qu'ils rêvent de transformer en influenceur potentiel, parce que quand un jeune s'imagine qu'il peut être influenceur, ça veut dire qu'il a été piégé par des réseaux sociaux qui lui disent « tu vas nous appartenir et tu vas vendre ton image pour un produit, pour n'importe quoi d'autre ». Donc ça, c'est le piège absolu. C'est pourtant le souci de carrière de beaucoup d'adolescents actuellement, c'est-à-dire faire tellement de likes que le prestige gonfle, tellement de likes qu'on finit sur YouTube, tellement de likes sur YouTube qu'on finit influenceur. Là, c'est une carrière parfaite dans cette représentation, malheureusement, idéale de soi. Le vrai problème, il est là. Quand vous regardez le tutoriel pour réaliser ce qu'on appelle un reel, c'est-à-dire une petite mise en scène de soi de quelques minutes, on va vous expliquer, on s'adresse à des jeunes qui ont 10, 12 ans, parfois un tout petit peu plus, tu vas devoir attirer tes followers. Le principe, c'est celui-là. Ça veut dire que tu vas devoir te mettre en scène de façon attractive. Mets de la musique, danse, montre tous vos vêtements, et va-t-on dire, si tu veux attirer, eh bien, montre une image parfaite de toi.
Donc si tu as des boutons, il y a une petite application qui te permet de gommer tes boutons. Premier filtre, tu as un petit peu de surpoids, va pas commencer à te tracasser avec ça. Eh bien, deuxième filtre, on va gommer ton surpoids. Résultat, vous mettez en scène l'image idéalisée de vous et vous êtes liké. Ouais, sauf que vous êtes liké pour une image que vous savez ne pas être votre image à vous, puisque c'est votre idéal, c'est ce qu'on appelle l'idéal de soi qui est mis en scène. On avait le même effet en moins intense avec Barbie. Il y en a qui ont joué avec Barbie ici. Qui est-ce qui a joué avec des Barbie? Vous? Oui. Un jouet populaire. Hein. Est-ce que vous aviez conscience que ce n'est pas une poupée? On ne vous a pas donné une poupée. Hein. On a appelé ça poupée Barbie, mais c'était un oxymore. Barbie n'est pas une poupée, vous n'avez pas nourri Barbie, vous ne vous êtes pas occupé de Barbie en la berçant, en la mettant au lit, etc. Ce n'est pas du tout le jeu qu'on fait avec sa poupée. On vous a donné un petit mannequin. Un petit mannequin, de façon à ce que vous ayez envie d'accumuler sur ce petit mannequin les vêtements, pour que beaucoup plus tard, vous ayez encore envie d'être une consommatrice en accumulant les vêtements. Et on vous a donné une Barbie avec, je suppose, le porte-vêtements, c'est-à-dire le mannequin, avec des mensurations idéales. Si quelqu'un ici a les mensurations de Barbie, qui ne se lève pas, il va tomber. C'est impossible de vivre avec les mensurations de Barbie. Et on a vu effectivement que c'était la mise en scène d'une forme humaine prétendue idéale. Et comme ils ont été démasqués, ils ont fait des tas d'autres Barbies. Hein. À l'époque, il y a eu des tas de Barbies qui ne se sont absolument pas vendus. Hein. Le but n'était pas de les vendre. Ils savaient très bien que c'est la Barbie prototypique qui allait être vendue. Mais toutes ces autres Barbies permettaient à Martel de dire ben, regardez, on en a fait des autres. On est pour la diversité, etc. Il y avait même des Barbies avec des handicaps. Il y avait tout ce que vous vouliez pour pouvoir déjouer cette critique massive qui était apparue lorsqu'on avait constaté l'effet déplorable que ça avait sur l'estime de soi des petites filles, notamment parce qu'elles se comparaient à Barbie et qu'elles n'arrivaient pas effectivement à la concurrencer. Et bien maintenant, on a fait un pas supplémentaire. La Barbie, c'est toi. C'est-à-dire que tu vas te mettre en scène de façon idéale en montrant, et je vous assure que c'est nommément signalé comme ça sur Instagram, en montrant le plus possible, mais sans jamais tout révéler, parce que le but, c'est que tes followers aient envie d'en voir plus. Et donc, on est effectivement dans des mécanismes de mise en scène de l'idéal de soi. Donc, quand vous êtes liké par rapport à une image que vous avez trafiquée, ben, c'est très paradoxal sur le plan de l'estime de soi, parce que vous avez un like, ok, ça pourrait être un petit bonus, mais ce like, vous savez tout à fait au fond de vous-même que ce n'est pas vraiment vous. Résultat, effet complètement inversé. Oui, petite fille sur 10 se trouve moins jolie que toutes les autres filles de sa classe actuellement. Donc le rôle des parents, si vous tombez ou si un parent vous explique qu'il est tombé sur une image mise en scène de son enfant, de sa fille, de son garçon, plus souvent de sa fille dans ces cas-là, parce que c'est souvent elles qui sont le plus visées, eh bien, c'est surtout pas diabolisé. Si vous dites à votre enfant, t'es vraiment nul, comment tu peux faire ça, on dirait une petite pute. On voit des parents qui réagissent de cette manière-là, c'est catastrophique. Ils diabolisent le réseau, ils diabolisent les écrans, résultat, ils créent le silence. Hein. Chaque fois que vous diabolisez, la réponse, c'est le silence. Il ne vous en parlera plus, il va prendre un avatar, il ira le faire avec les copines, c'est un espace de socialisation incontournable pour un grand nombre d'entre eux. Mais s'il arrive quelque chose de négatif, il ne vous en parlera pas. Et surtout, vous perdez l'opportunité de rétablir l'estime de soi. Et ça, c'est le vrai rôle du parent, c'est toujours dire, c'est marrant ce que tu fais, c'est sympa, mais je préfère de loin ce que tu es en vrai. Parce qu'on doit aimer ses enfants, non pas en dépit de leurs défauts, mais grâce à leurs défauts, qui fait qu'ils sont singuliers et qu'on les aime comme ils sont. Il n'y a que les parents qui peuvent faire ça. Et donc c'est important de pouvoir réintroduire ce discours qui authentifie simplement la véritable image de soi. C'est important aussi de pouvoir faire cette distinction entre l'intimité et l'intime. Et là aussi, plutôt que de tirer à boulet rouge sur la génération actuelle en prétendant qu'il manque de sens de responsabilité, analysons notre propre comportement. Lorsque on fait une photo de notre piscine parce qu'on est en vacances, et on est dans un chouette hôtel où il y a une belle piscine, on fait une photo de la piscine. Mais ce qu'on voit très souvent, c'est des jambes apparaître. On fait une photo de ces jambes devant la piscine. Et vous allez obtenir des likes. Pas pour votre piscine, tout le monde s'en fout de votre piscine. Par contre, vos jambes, eh bien, les personnes se disent, waouh, on va encourager la personne à en montrer encore davantage. C'est le principe même des réseaux sociaux, c'est que le prestige demande plus de prestige encore. Si vous montrez une partie de votre corps sur les réseaux sociaux,
Si cette partie intéresse moyennement, vous aurez quelques likes. Et plus ça intéresse, plus les likes augmenter. Et donc on est dans la divulgation de l'intime qui est exprimée à l'enfant et à l'adolescent. Lorsque vous faites une photo de votre enfant, demandez-lui l'autorisation, même qu'ils sont tout petits. Demandez-lui l'autorisation pour le prendre en photo, ça me semble tout à fait normal, et puis pour diffuser cette photo. Comme ça, il va comprendre une chose essentielle, la photo appartient toujours à celui qui est sur la photo. Imaginez votre petit garçon à 4 ans, et il fait pipi sur un arbre. Et vous trouvez la photo super mignonne, vous faites une photo de votre petit garçon en train de faire pipi sur un arbre, et vous envoyez ça sur les réseaux sociaux. Et puis il y a papa qui like, il y a mamie qui like, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas qui like aussi, parce que la photo elle est vraiment mignonne. Là, vous venez juste d'expliquer une chose, c'est que la photo, elle appartient à celui qui prend la photo et qui la diffuse. Et vous aurez beaucoup de mal à expliquer à cet adolescent, quand il aura 15, 16, 17 ans, que sa copine lui a donné des photos intimes parce qu'elle avait confiance en lui, mais que ces photos appartiendront toujours à sa copine parce que c'est elle qui apparaît sur la photo. Si on accepte l'idée que le métier de paparazzi est un métier normal, alors à ce moment-là, effectivement, on crée une voie ouverte vers la divulgation de l'intime avec tout ce que ça suppose. C'est ça, les mécanismes éducatifs qu'on va devoir revoir chez nous par rapport à cette génération de verre qui grandit dans la transparence. Alors l'autre caractéristique du verre, c'est qu'elle est particulièrement fragile. Le verre est transparent et fragile, et ça suppose effectivement ce mécanisme d'adaptation, et c'est pour ça qu'on a affaire à une génération qui se méfie des réseaux sociaux. On va le voir, qui a besoin de déconnexion. De nouveau, je parle devant des personnes qui, je le sais, doivent mettre en place une maison de jeunes, qui ait des moments de déconnexion, c'est impératif. Mais pas maison de jeunes déconnectée, vous n'y arriverez pas. Et on verra comment, effectivement, on peut organiser cette déconnexion si on fixe notre temporalité un peu autrement. Parce qu'on s'est largement trompé sur la façon de fixer le temps. Mais on va devoir tenir compte, de toute façon, d'une génération fragile, en n'ayant pas le réflexe que je vois beaucoup trop répandu actuellement, de considérer qu'on a affaire à une génération qui a une santé mentale fragile. Parce que si vous voulez éviter la concertation, je vois un très bel exemple de concertation, c'est pour ça que j'insiste sur ce projet-là, parce que franchement, c'est ce qu'on doit généraliser, des projets avec les jeunes, pour les jeunes, qui en sont des partenaires de concertation. Parce que la concertation, elle ne va pas se mettre en place spontanément, surtout si on considère qu'on a affaire à des jeunes fragiles mentalement, qui seraient mangés, rongés par l'anxiété, et qui auraient le sentiment, effectivement, d'être tellement malheureux qu'on a besoin de les soigner. Alors, il faut vraiment bien analyser ces différents termes. Moi, je me méfie très fort quand je parle de santé mentale des jeunes, parce qu'on confond tout. La santé mentale, c'est une difficulté de vivre dans un monde. Ce n'est pas une façon de considérer que le monde est difficile à vivre, tel que le monde se configure. Et cette génération de verre, il faut savoir qu'elle a quand même vécu des formes d'anxiété, en tout cas des contextes anxiogènes particuliers. Ils ont vécu une pandémie. On l'a vu, les adolescents ont mal vécu la pandémie au moment où ils l'ont vécu. Les enfants, on avait l'impression que ça se passait bien. Si vous vous souvenez de la façon dont s'est constituée la pandémie, la première population qui a été vigée, ce sont les personnes âgées. Premier confinement. On a eu la même histoire de confinement en France qu'en Belgique, parce qu'on attendait de voir comment vous faisiez, puis on faisait le même. Donc en gros, on a eu les mêmes confinements, des confinements, et on s'est retrouvé avec ce contexte qui a créé effectivement des caractéristiques dans la génération tout à fait particulière, pas chez ceux qui ont directement, en tant qu'adolescents, vécu la pandémie, mais ceux qui étaient enfants, qui manifestaient aucun symptôme. On n'a absolument pas parlé des enfants à ce moment-là, on a parlé des personnes âgées dans un premier temps, en disant, les personnes âgées, phénomène qu'on appelait le glissement, souvenez-vous, qui était lié à un mécanisme tout à fait compréhensible, qui était lié au fait qu'être coupé du monde quand on est une personne âgée, c'est se perdre la possibilité de raconter son passé. C'est ce que font essentiellement les personnes âgées pour maintenir leur envie de vivre. Le plaisir qu'ils ressentent, c'est celui de visiter leurs souvenirs. Ils ont un plaisir à raconter des choses, et on avait beau parfois très bien s'occuper d'eux au quotidien, il n'y avait plus de personne pour écouter le passé, des personnes significatives, par exemple des petits-enfants. Le vrai rôle d'un petit enfant, c'est d'écouter ses grands-parents raconter sa propre histoire, sans la disqualifier. Si vous faites ça, vous jouez parfaitement votre rôle de petit enfant, parce que
On le voit quand une personne âgée raconte ses souvenirs, même quand elle les raconte plusieurs fois, eh bien, et c'est souvent ce qui se passe, elle active des zones de plaisir. N'ayant plus l'opportunité de le faire, les personnes âgées, un grand nombre d'entre elles disaient c'est plus la peine de vivre, on a vu cette espèce de glissement dès le premier confinement. Deuxième confinement, là on s'est dit mais ceux qui souffrent c'est des adolescents. Et on se dit il faut juste le mettre dehors, il faut qu'il fasse un peu de gym, mais non, c'est beaucoup plus lourd que ça, beaucoup plus grave. On a mis des psys qui ne savaient pas faire grand chose à l'époque, tout simplement parce qu'on avait complètement asséché cette jeunesse, cette adolescence, parce que le constituant vital d'un adolescent, ce sont les événements de vie. La différence, on va faire un petit exercice pour bien comprendre ce qu'est l'adolescent. Si je vous demande de sortir spontanément les mots qui viennent dans votre tête, quand je vous dis enfance, allez-y, enfance. Jeu. Allez-y, hein. Copain, on va me dire insouciance, c'est très chouette, hein, l'enfance. Adolescence. Chiant. Voilà, c'est parti, on est dans le champ sémantique compliqué. On se dit, quand on entend le champ sémantique qui est associé aux deux mots, l'enfance a l'air très chouette, et l'adolescence, c'est quand même une grosse erreur. Hein. C'est-à-dire, grandir n'est pas une bonne idée. Or, je peux vous assurer, quand j'ai en consultation un adolescent prétendu en crise d'adolescence, j'ouvre ma porte, je sais ce que je vais voir. Hein. Un adolescent plutôt goguenard qui se demande ce qu'il fout là, et deux adultes autour de lui qui, eux, sont clairement en crise. Hein. La crise de l'adolescent, c'est souvent la crise de l'adulte qui se préoccupe de l'adolescent. L'adolescent va plutôt bien. C'est d'ailleurs une constante dans nos sociétés. Vous avez deux pics factuels du bonheur humain. Le premier pic factuel, c'est pendant l'adolescence. Le deuxième pic factuel, c'est à 65 ans. Pour beaucoup d'entre nous, ça laisse une seconde chance. Hein. Si vous avez raté le premier, vous avez cette double vague qui, à un moment donné, suppose effectivement que c'est une période compliquée, c'est très clair, mais qui est plutôt une période heureuse, mais qui n'est pas associée par nous spontanément au bonheur, tout simplement parce qu'il y a un mécanisme très clair qui se passe. Que l'enfance, vous êtes pour beaucoup d'entre vous des professionnels de l'enfance, vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'il y a des enfances épouvantables, hein, que l'enfance n'est pas nécessairement la garantie du bonheur, sauf que il y a un petit mécanisme chez l'enfant qui lui permet de vivre avec un sentiment de bonheur amélioré, c'est qu'il vit dans l'instant. Un enfant, ça a un mois. Si vous avez un enfant qui va à l'école maternelle, vous lui demandez « raconte-moi ta journée », il va vous raconter des petits éclats. Il ne va jamais vous raconter une journée, vous en ferez peut-être une journée, mais l'enfant n'a pas d'histoire à raconter par rapport à lui-même. C'est ce qu'on appelle un moi. L'adolescent commence à découvrir que ce moi, il a du sens dans la durée. Qu'il faut se constituer ce qu'on appelle un soi, c'est-à-dire raconter une histoire à propos de soi-même, et cette histoire, elle doit être suffisamment intéressante pour être significative aux yeux des autres. Si vous n'êtes plus en mesure de raconter cette histoire, notre société met beaucoup de pression sur la constitution du soi. Imaginez, vous devenez âgé, vous avez la maladie d'Alzheimer, vous allez me dire autant mourir. Parce que je ne suis plus en mesure de raconter une histoire cohérente à propos de moi-même. Ça n'a pas toujours été le cas, la maladie d'Alzheimer a toujours existé, la démence sénile a toujours existé, mais il y a eu un temps où on ne faisait pas du tout un drame, c'était une façon de vivre et d'évoluer qui était tout à fait acceptable. C'est plus du tout acceptable. Et si je vous dis que vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est comme si je vous annonçais votre mort anticipée, parce que ne plus être en mesure de raconter une histoire à propos de soi. Or, c'est quoi qui va nous permettre de raconter une histoire? Ce sont des événements, et ce sont des relations. Le soi va se nourrir d'événements et de relations. Nous, adultes, quand on nous a dit « vous allez devoir être confinés, rester dans une bulle », on appelle ça une bulle en Belgique, je ne sais pas comment on appelle ça en France, mais un espace de gens connus, et vous n'allez avoir aucune nouvelle connaissance pendant un temps qui va durer on ne sait combien de temps, mais pendant un certain temps en tout cas, et on a imaginé que ça pouvait être très 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 long. Bon, nous on dit tant pis, on a des gens qu'on connaît, on va s'en contenter. Par contre, pour un adolescent, vous éteignez d'un coup l'imaginaire amoureux. C'est même pas possible d'imaginer que tu puisses rencontrer quelqu'un qui tomberait amoureux de toi, dont tu tomberais amoureux. Il ne va rien se passer dans ta vie, l'absence d'événements. Souvenez-vous, les écrans à l'époque ne remplaçaient rien du tout. Les adolescents eux-mêmes disaient « je veux voir des vraies personnes dans la vraie vie ». On est gavé d'écrans, hein, comme si vous les aviez gavés de chocolat. Il y avait une forme d'indigestion, et surtout, le soi était complètement détérioré, parce qu'il n'y avait pas d'événements, parce qu'il n'y avait pas de rencontres nouvelles. Et résultat, on a vu dans le deuxième confinement les adolescents souffrir d'émoussements affectifs intenses par rapport auxquels les psychologues étaient complètement démunis. Il faut accepter que quand le monde va mal, les psychologues doivent s'adapter à ce monde qui va mal en faisant juste en sorte
qu'on puisse dire à l'adolescent, c'est normal que tu ailles mal, plutôt que de les traiter comme des malades, comme on l'a fait à l'époque. Et les enfants, ben, ils ont observé tout ça. Et les enfants, eux, ils étaient contents, il y avait moins d'école, c'était pas courant. Pour beaucoup d'entre eux, c'était plutôt un chouette moment. Sauf que, ils ont vu, parce que les enfants apprennent, développent plus tard. Et ils ont vu notamment, ils ont appris, d'une part, qu'un virus traversait les frontières. Ça, c'est pas spécialement anxiogène, c'est une information quand même un peu difficile, mais elle n'est pas terriblement anxiogène. Ce qui l'est beaucoup plus, c'est de considérer que ce virus lutte pour notre perte. Et qu'en plus, il a une forme d'intelligence qui fait qu'il va jouer une espèce de partie d'échecs avec l'être humain. Souvenez-vous des variantes, le même mot qu'aux échecs, qui laissait penser que par moments, on se demandait s'il ne risquait pas de gagner, hein, le virus. Et donc, vous dites, ah, mais là, il a changé. Ah, mais il vient de changer. Comment l'échec, quand vous êtes en train de gagner une partie, je peux vous assurer que quand l'autre fait une variante étonnante, ben, ça crée de l'angoisse. Et ces enfants ont vu tout ça. Et ils ont développé une anxiété tout à fait normale par rapport au vécu d'une pandémie. Et puis, on leur montre une guerre, avec des images qui ne ressemblent pas aux images qu'on associe à la guerre généralement, soit des images en noir et blanc, c'est-à-dire qui montrent nos villes, mais dans le passé, qui ne ressemblent plus à nos villes actuelles, soit des images en couleur, mais très exotiques. Donc la guerre, c'est pour les autres. Là, on leur montre une guerre dans une ville qui ressemble à nos villes, à nous, et on nous dit en plus, attention, elle se rapproche. Pas sûr qu'on ne va pas la subir. Deuxième élément d'anxiété. Troisième élément d'anxiété, l'éco-anxiété, qui est une anxiété tout à fait normale. Dire à quelqu'un elle est un symptôme de pathologie, ben, c'est nier ce que tous les scientifiques montrent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des signes d'essoufflement dont on doit tenir compte. Et vous avez un troisième indice d'anxiété qui vont, à un moment donné, s'accumuler chez des enfants qui vont en plus avoir une forme d'anxiété naturelle liée à leur développement individuel. Si vous demandez à 10-12 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pour 8 sur 10 d'entre eux, ils ne savent pas déterminer ce qu'ils vont faire, tout simplement parce que leur métier n'existe pas encore. Et donc ce n'est pas de l'incertitude, c'est de l'incertitude normale. Les métiers changent très très vite. On sait que la configuration de l'environnement professionnel dans 10 ans sera très différente de celle qu'on connaît actuellement. Il y a des nouveaux métiers émergents. Et donc on leur dit, tu vas chercher à élargir ton champ de compétences de façon à pouvoir trouver ta place dans ce monde à venir. C'est fini de dire tu vas avoir un diplôme et quand tu auras ton diplôme, tu auras ton métier, tout ira bien, tu auras du boulot parce que dans ce métier-là, il n'y a pas, on cherche, il n'y a pas de demande d'emploi inassouvie. C'est fini, on ne peut plus parler comme ça. Et donc vous avez des tas d'éléments d'anxiété qui font qu'il est normal d'être anxieux. Alors quand j'entends santé mentale défaillante, ils sont anxieux. On confond l'anxiété en tant que signe de maladie mentale et l'anxiété en tant qu'indice d'intelligence. L'anxiété est aussi un indice d'intelligence parce que c'est ce qui va nous permettre de réfléchir. Je vous invite vraiment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un adolescent, à aller voir vice-versa, dans tous les sens. Vice-versa 1 d'abord et vice-versa 2. Vous allez comprendre le cerveau d'un être humain et vous allez voir comment ça fonctionne. N'allez pas voir le 2 tout de suite, c'est sans voir le 1, parce que ça montre très bien d'ailleurs les émotions enfants, joie, tristesse, colère, peur, dégoût, celles qu'on connaît le plus directement, elles continuent à exister jusqu'à la fin de notre vie. Prétendre que c'est de l'immaturité d'être joyeux, d'être triste, d'avoir peur, non, c'est juste le noyau de nos émotions, et ce que c'est... comment les studios Walt Disney ont magnifiquement fait, c'est s'interroger sur c'est quoi une émotion, comment ça fonctionne, comment ça ne grossit pas et ça ne grandit pas, ça évolue. L'adolescence, c'est le prolongement de l'enfance. C'est pas l'enfance s'arrête, maintenant c'est autre chose. C'est le prolongement, et donc on garde ces émotions. Et vous allez en voir apparaître d'autres, dont l'anxiété, dont l'embarras. Mais la grosse trouvaille de ce dessin animé, c'est qu'aucune n'est un ennemi. C'est le seul Walt Disney où il n'y a pas de méchant. L'anxiété n'est pas un méchant, n'est pas quelqu'un qu'il faut combattre. Or, on ferait mieux d'aller regarder Pixar, quand on est déjà en train de mettre en scène des médicaments qui vont cibler l'anxiété de l'adolescent, parce que c'est un champ commercial qu'on sait très foisonnant, évidemment, on gagnerait tous à aller revoir Pixar, les Walt Disney, revoir vice-versa, pour comprendre que l'anxiété a priori, c'est ce qui nous permet d'anticiper l'avenir, de façon à s'y adapter. C'est ce qui permet d'avoir un optimisme intelligent, c'est-à-dire on va y arriver, mais ce ne sera pas facile. Et on accepte l'idée que ce n'est pas nécessairement facile, plutôt qu'arriver
L'idée, lunettes roses, hein, tout ça, c'est pas un problème, on va y arriver. L'optimisme peu intelligent, c'est celui-là. Ou la morosité, on va voir comment elle s'installe dans nos sociétés, qui laisse supposer que c'est pas une bonne idée de grandir parce que le monde va à sa perte, parce que tout est nul, parce que c'est catastrophique, parce qu'il n'y a plus moyen d'être heureux. Parce qu'on fait, on va le voir, on fait des tas de burn-out. Alors évidemment que c'est catastrophique les burn-out, pas seulement pour les gens qui les vivent, hein, c'est assez douloureux, mais aussi pour ceux qui les observent, c'est-à-dire les enfants qui se disent mon Dieu, est-ce que travailler est une bonne idée? Si papa fait un burn-out, si maman fait un burn-out, moi je n'ai pas tellement envie d'aller travailler un jour. Et on est en train de montrer des choses épouvantables. Finalement, la seule chose qu'on doit se donner comme obligation en tant qu'adulte pour accompagner le développement de nos enfants et de nos adolescents, c'est leur donner l'envie de grandir. Et pour leur donner l'envie de grandir, il faut montrer que ça vaut la peine, que c'est chouette, qu'on n'est pas tout le temps dans la plainte, qu'on n'est pas dans la morosité, qu'on est capable de trouver des trucs merveilleux dans la vie, et que notre capacité d'émerveillement, par exemple, elle ne s'est pas complètement éteinte. C'est important d'avoir ce registre-là, et on le sait, hein, c'est pour ça que quand on met en place des structures en direction des jeunes, il ne faut pas essayer d'éteindre l'anxiété, il faut aussi nourrir le émerveillement. Parce que chez l'être humain, tout ce que vous nourrissez grossit. Si vous nourrissez l'anxiété, ça va grossir. Ça va inévitablement, or on va le voir par des pratiques, par exemple comme le scrollage, on va très très vite nourrir l'anxiété. Si vous nourrissez l'émerveillement, ça va faire contrepoids. Et donc le monde n'est pas en déficit d'émerveillement, mais de regard émerveillé, parce qu'on ne regarde plus les choses, on ne s'en émerveille plus. Il y a une recherche magnifique qui vient de sortir qui montre que si un enfant, un adolescent est élevé à proximité des arbres, il développe moins d'anxiété que s'il est dans une zone urbanisée dans laquelle les arbres sont rares ou inexistants. Et donc c'est important d'avoir toutes les possibilités. Les personnes qui vont travailler, qui s'arrêtent sur leur chemin de travail pour regarder les paysages qu'ils rencontrent, les paysages habituels, sont moins à risque de burn-out que les autres. Parce qu'ils sauvegardent leur capacité de s'émerveiller. Et donc ce sont tous des petits trucs qu'on va devoir mettre en place en ne combattant pas, comme nous le suggère vice-versa, l'anxiété comme un ennemi, mais en identifiant les moments où cet ami, parce que c'est un ami qui vous veut du bien, l'anxiété, peut devenir un ami encombrant. Vous connaissez tous ce type d'ami encombrant qui débarque alors qu'on ne l'avait pas invité. Ça, c'est le problème de l'anxiété. On n'a pas toujours invité, il y a des moments où on veut être tranquille, passer un bon moment, paf, je me fais une crise d'anxiété. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anxiété envahissante. Il faut pouvoir vérifier si l'adolescent a encore des endroits où il est capable de prendre du plaisir. C'est vrai pour l'adolescent, c'est vrai pour nous aussi. Hein. Si vous vous définissez comme quelqu'un d'anxieux, dites-vous que vous êtes probablement quelqu'un de simplement intelligent. Mais si votre anxiété vous empêche de trouver du plaisir pour que ce soit, là, il faudra se donner les moyens, et on verra comment on peut le faire, de la contrôler. Même chose si l'anxiété devient non pas seulement envahissante, mais invasive, c'est-à-dire qu'elle prend en otage votre corps, parce que vous ne mettez pas des mots sur ce qui vous rend anxieux. C'est le principe même de l'anxiété, c'est qu'elle est reliée à l'angoisse, ce qui ne se dit pas. On va tous mourir, on ne sait pas quand, et ceux qu'on aime vont mourir aussi. Je ne vous annonce rien de neuf, hein. Mais pourtant je plombe l'ambiance. Si je vous dis ça, vous allez dire, mais est-ce qu'on est venu ici ce matin pour qu'un type nous dise qu'on va tous mourir, que les gens qu'on aime vont mourir, et qu'on ne sait juste pas quand ça va arriver, mais que ça va arriver parce que vous avez ce qu'on appelle un gyrus frontal. C'est un petit organe, une petite partie du cerveau qui vous permet de ne pas intégrer complètement les informations trop négatives qui nous empêcheraient de vivre. Si on est tous plombés en disant qu'on va mourir, tout ce qu'on fait n'a aucun sens, parce que de toute façon on va mourir. Ceux qu'on aime vont mourir aussi, donc ça n'a aucun sens, ce qui est en train de se vivre. Si vous intégrez l'information complète, vous allez tomber dans ce qu'on appelle la dépression, l'angoisse, cette espèce de grand vide. Et heureusement, il y a une partie de notre cerveau qui filtre les informations négatives. Si vous êtes capable de supporter ce que je viens de vous dire sans en faire toute une maladie, c'est que votre gyrus frontal fonctionne très bien. Mais le gyrus frontal, il ne fait pas des miracles. Si vous le bombardez, comme c'est le cas par exemple quand on se met à scroller. Tout le monde scrolle ici, je suppose. Hein. Alors, le scrollage, il faut bien le comprendre pour comprendre aussi comment on peut le contrôler chez soi avant d'imaginer le contrôler chez l'adolescent. Parce que le scrollage, c'est la seule activité humaine qui n'a pas de début et pas de fin. En fait, vous prenez un flux en cours et on ne va pas vous dire fin. Un livre, il y aura une fin, une série, il y aura une fin. Là, il n'y a pas de fin. Ça veut dire que vous allez, et en plus, c'est lié à des automatismes cérébraux, c'est ce qui crée des comportements addictifs, qui fait que vous allez vous mettre à scroller dès que vous avez un tout petit peu de cerveau disponible. Prenez un ascenseur avec quelqu'un,
S'ils ont des écrans, vous allez voir, ça va durer 2-3 minutes, ils vont tous se foutre sur leur écran et ils vont commencer à scroller. N'importe où, hein, les espaces, tout le monde scrolle. Et le problème, c'est que quand on se met à scroller, ben, toutes ces personnes qui se sont attachées à monnayer votre attention le font en essayant par des algorithmes de retenir votre attention en permanence. En gros, si vous aimez bien les petits chats qui dansent, hein, ben vous aurez de plus en plus de petits chats qui dansent. Et de plus en plus mignons, et de plus en plus nombreux, et donc vous allez continuer, et vous allez vous retrouver à scroller après près de 3 quarts d'heure, une demi-heure, alors que vous aviez prévu 2 ou 3 minutes. Et je peux vous assurer, quand on fait des tests sur l'estime de soi d'une personne qui s'est laissée piéger par le temps du scrollage, ça pique du nez, hein, c'est une vraie catastrophe, parce que j'ai rien foutu, j'ai rien appris, parce qu'on n'apprend rien, on capte des informations, il faut le savoir, c'est pour ça que les adolescents sont particulièrement à risque. Si vous avez des adolescents chez vous, ayez toujours bien en tête qu'ils ont plus de neurones que vous. Ça vous saute pas aux yeux, hein. Les miens ont moins de neurones que moi, mais non, ils ont plus de neurones, c'est-à-dire des capteurs d'informations, ils en ont beaucoup plus. En compensation, ils ont moins de matière blanche. Ils captent des informations, mais ils ne les relient pas en connaissance et ils ne les creusent pas. C'est des matières grises, mais moins de matière blanche. Les neurones capteurs d'informations sont présents. On le vit très fort dans le scrollage. On ne capte pas les informations et on scrolle. Alors, faites l'exercice, si vous voyez à un moment donné un enfant éploré qui montre des signes de détresse, arrêtez-vous pendant 2 à 3 minutes sur son visage. Ces 2 à 3 minutes, c'est le temps qu'il faut pour que les neurones miroirs s'activent. Et là, vous allez, quelle que soit l'origine sociale, culturelle, religieuse de l'enfant, vous allez voir, parce que les enfants ont quelque chose dans les yeux quand ils vivent une situation de détresse que les adultes n'ont pas nécessairement, c'est l'étonnement. Un enfant ne vient pas au monde pour vivre des choses dramatiques, il s'attend à ce qu'on s'occupe positivement de lui, et donc quand il vit une situation de détresse émotionnelle, vous auriez cette détresse plus cet étonnement. C'est impossible pour un adulte normalement constitué de faire éteindre ses neurones miroirs. Sauf que si vous scrollez, s'il y a le petit chat qui danse juste derrière, vous ne laissez pas le temps aux neurones miroirs de creuser l'information et donc vous passez au-dessus. C'est ce qu'on appelle de la dérégulation empathique. Et notre monde souffre très fort de cette dérégulation empathique parce qu'on a une information parmi les autres et on va avaler des informations. Et le gyrus frontal, il ne s'attend pas à un tel bombardement, par exemple, d'images anxiogènes. Et il joue plus son rôle de parfum. Il dit c'est plus possible, il y a trop. Et donc vous en déduisez, le monde est morose, l'estime de soi s'écroule, et le sentiment que le monde est morose, que ce n'est pas une bonne chose de grandir dans ce monde, mais on l'a dans notre tête à nous aussi. Quand on analyse cet autre chiffre très préoccupant chez cette jeune génération, et moi je fais partie d'une génération, je ne suis pas très fier, hein, on l'appelle la BOF Generation. Ce n'est pas la génération la plus intéressante de l'histoire des générations. C'est une génération qui se foutait à peu près de tout. On nous montrait le Live Aid, un grand concert avec McCartney, etc. On disait ce qu'il fallait jouer avec les autres Beatles, il y avait U2, Simple Minds, est-ce qu'ils vont jouer ensemble. Il y avait le Darfour derrière. On s'en foutait complètement. Aucun engagement. C'est une génération qui s'engageait très très peu, mais à un niveau de bonheur inédit. On frôlait les 95% quand on demandait à un jeune s'il se sent heureux ou pas heureux. 95% disaient heureux et né à la bonne époque, On avait l'illusion du plein emploi, l'évolution était associée quasi systématiquement au progrès. Et donc on avait une génération très optimiste, pas très intéressante sur le plan intellectuel, mais très optimiste, parce que cette génération-ci, ce n'est pas le cas. Sur le plan de l'intelligence, c'est une intelligence inédite. Moi, je l'ai pris de plein fouet quand j'ai fait un cycle de conférences autour d'Annecy. C'est là que j'ai d'ailleurs commencé à écrire ce livre. Et je me souviens, les organisateurs m'appellent et puis me disent, voilà, le public est présent, j'avais une dizaine de conférences à faire autour du lac, et puis ils me disent, voilà, votre public est là. Et je rentre et je vois des gens plus jeunes encore qu'eux, tous des adolescents. Je me dis, oulala, je fuis en courant, on ne me voit plus jamais à Annecy. Un vendredi soir, il vient un temps magnifique, parler à des adolescents qui n'en ont rien à faire d'être là, hein, ceux-là étaient vraiment présents parce qu'ils étaient obligés d'être là. Je me dis, ça va être la catastrophe. Ou bien je cours et on ne me voit plus à Annecy, ou bien je me dis, tant pis, je me lance. Mais je ne sais pas très bien ce que je vais leur raconter. Donc comme j'avais rien à leur raconter de bien précis, je leur dis, posez-moi des questions. Et j'ai assisté à la séance de questions la plus intéressante à laquelle je n'ai jamais participé. Des questions d'une intelligence inédite. Je donne cours à l'université. Les étudiants ne sont pas là, je peux donc le dire sans problème. À un niveau largement supérieur à ce que j'entendais à l'université comme qualité de questionnement.
À l'université, c'est combien de pages pour l'examen, qu'est-ce qu'il faut étudier, à peu près tout. Ils viennent chercher des points ou des réponses. Là, ils posaient des questions parce qu'ils sont mobilisés par leur anxiété, parce qu'il y a énormément de choses dans ce monde, effectivement, saturé d'écran, dans ce qu'ils perçoivent lorsqu'ils scrollent trop longtemps, lorsqu'ils perçoivent, lorsqu'ils vivent des désordres numériques, parce qu'ils se sentent non pas addicts aux écrans, hein, c'est idiot de parler comme ça, mais aliénés à l'écran, au point que quand ils sortent, par exemple, et s'ils prennent leur portable avec pour aller aux toilettes, c'est impossible d'avoir des moments sans connexion, que quand ils ont une notification, qui est le piège suprême de ces capteurs d'attention, parce que vous avez un enseignant qui vous parle, et bzzz, l'enseignant il peut toujours parler, hein. Moi je viens d'être capté, si j'y vais pas parce que j'ai pas le droit de le faire, ça va quand même m'empêcher d'être attentif à ce qu'il est en train de me raconter, et donc vous aurez effectivement des questions qui vont découler de tout ça, qui sont des questions d'une intelligence absolument inédite. Et je me suis dit, je vais en profiter aussi pour leur poser cette fameuse question du bonheur, parce que ça m'inquiète quand même très fort. Ce niveau de bonheur ressenti qui est insuffisant. Je parlais tout à l'heure du burn-out. Il est probable d'ailleurs que ce soit le même mécanisme qui soit à l'œuvre dans notre tendance à démultiplier les burn-out. C'est-à-dire cette idée qui est liée peut-être au fait qu'on attend beaucoup trop de notre univers professionnel. On attend énormément. Il y a une petite histoire qui explique très bien comment ça se passe dans la façon dont on considère actuellement le travail. Ce sont les casseurs de cailloux de Peggy. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Peggy était sur le chemin de Compostelle et puis il voit un premier type qui casse des cailloux. Et le casseur de cailloux, il n'en peut plus. Il dit c'est épouvantable, casser des cailloux, vous ne vous rendez pas compte. C'est pas humain ce qu'on me fait faire, c'est épouvantable, il a mal au dos, il est complètement cassé. Et Peggy continue et on voit un deuxième casseur de cailloux qui lui a l'air de casser des cailloux avec un tout petit peu plus de tonus. Bon, il n'est pas très souriant, mais bon, ça a l'air d'aller, il n'a pas l'air d'avoir trop mal au dos. Il demande qu'est-ce que vous faites. Il dit bon monsieur, voilà, c'est mon métier. J'ai trouvé ça pour gagner ma vie. Grâce à ça, je peux nourrir ma famille. Bon, c'est pas passionnant de casser des cailloux, mais voilà, c'est ça ou rien. Je préfère ça que rien. Puis il va plus loin, et là il voit un type qui casse des cailloux, mais avec un sourire d'une oreille à l'autre, qui a tout à fait fringant, il a l'air parfaitement épanoui. Et puis lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, monsieur, je bâtis des cathédrales. Alors on voudrait tous être des bâtisseurs de cathédrales. Mais c'est une minorité d'entre nous. La plupart d'entre nous, on se retrouve avec être ce deuxième casseur de cailloux. Et parfois, on fait des burn-out alors qu'on est juste en train de se dire, mon boulot n'est pas passionnant, pas intéressant, je gagne ma vie. Point, c'est tout. C'est juste mon boulot. On verra comment, quand on gère son temps, on doit aussi tenir compte de ça. Si vous êtes un casseur de cailloux exténué, là, il faut se préoccuper de vous. C'est la même chose avec l'école. Hein. Si votre enfant a un cartable qui pèse des tonnes, parce que c'est épouvantable pour lui aller à l'école, parce qu'il est harcelé, parce qu'il a l'impression qu'il ne comprend plus, parce qu'il ne s'aime plus à l'école, ou parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas digne de découvrir le monde et donc d'apprendre, là, il faut se préoccuper de lui. C'est pas tous les enfants, la plupart se retrouvent, j'aime pas l'école, je préférerais rester à la maison. Très bien, normal, c'est le deuxième casseur de cailloux. Et une extrême minorité vous dit, moi je vais à l'école parce que j'ai envie d'être astronaute, pilote de chasse, et tout ça me passionne. Très bien, mais c'est la minorité. On ne doit pas demander à l'ensemble de se retrouver dans ce temps-là. Et par rapport à notre manière de concevoir, par exemple, le temps, on parlera du bonheur tout à l'heure, parce que l'indice qui montre que seuls 45% des adolescents actuels de cette génération de verre s'estiment heureux, donc ça veut dire qu'il y a plus de 55% qui ne s'estiment pas heureux. Il va falloir qu'on s'interroge dessus. Mais il faut aussi s'interroger sur la façon dont on place actuellement l'épanouissement sur de mauvaises épaules, sur le travail par exemple. C'est peut-être un peu excessif d'attendre tous d'être des bâtisseurs de cathédrales. On peut peut-être se contenter, pour autant qu'il y ait un équilibrage qui se fasse ailleurs, de gagner notre vie. Et c'est pour ça qu'on doit absolument couper notre temps, non plus en deux, mais en trois. On a toujours coupé en deux le temps obligatoire, professionnel, et le temps familial, temps libre. Les mamans qui sont ici ne vont pas me contredire. Le temps familial n'est pas un temps libre. On a fait la recherche pendant le Covid, on demandait aux mamans, est-ce qu'il y a un endroit dans la maison qui n'appartient qu'à vous? Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où vous pouvez avoir du temps libre qui n'appartient qu'à vous et dont vous n'avez le compte à rendre à personne, à part les toilettes? Et encore, pas pour tout le monde, il n'y a pas ce temps libre. Or, c'est le vrai souci du vrai temps libre. Le temps libre, les Japonais sont beaucoup plus forts que nous. Ils ont des tas d'autres difficultés dans la société et ils ont une pression temporelle qui est encore plus intense que la nôtre.
Mais pour survivre à cette pression temporelle, ils ont inventé ce qu'on appelle un ikigai. Un ikigai, c'est une bonne raison de vous lever. C'est pas une raison de vivre, hein, c'est pas quelque chose d'important, c'est que vous aimez lire, vous aimez vous occuper de vos plans, vous aimez faire du sport, vous aimez... Eh bien, c'est la première chose qu'on met dans l'agenda. Ma belle-sœur est japonaise, je me souviens, j'étais étonné, elle met dans son agenda, qu'est-ce qu'elle est psychorigide, de 8h42 à 9h37, gymnastique. Je me dis, ah, ça c'est japonais. Hein. Et puis, comme toujours, hein, quand on comprend trop vite, on comprend mal. Et donc il a fallu effectivement s'interroger d'abord et laisser les personnes qui le vivent donner leurs réponses. Et elle me parle notamment d'un proverbe qui dit que l'ikigai, même un rendez-vous avec l'empereur, ne le bouscule pas. C'est la première chose qu'on met sur son agenda. Nous, on ne fait pas du tout ça. Hein. Si vous aimez faire du sport, vous devez chercher vos enfants à l'école, vous allez tant pis, je ne ferai pas de sport aujourd'hui. Demain, je vais chercher aussi, je ne ferai pas demain. Ben, j'arrête le sport. Et c'est parti. On a perdu notre raison de se lever, c'est-à-dire ce moment libre qui n'appartient qu'à soi. C'est la première chose qu'on va tous mettre dans nos agendas et qu'on va devoir mettre dans l'agenda des enfants, des adolescents. Et ça va permettre d'avoir un rapport beaucoup plus souple aux écrans. C'est-à-dire les écrans envahissants. Et c'est ça le vrai problème actuellement. En Belgique, c'est fini, les écrans sont interdits à l'école. C'est terminé, plus d'écrans ludiques et récréatifs, parce qu'on n'a pas à mettre un concurrent pareil à des enseignants qui ont déjà un métier épouvantable, qui est de capter l'attention. Vous savez, ce que je suis en train de faire ici ressemble, dans les configurations cérébrales que je mets en mouvement, à ce que vit un enseignant, mais lui, moi je le fais pendant 2 heures, lui il le fait pendant 6. Et il va constamment balayer. Balayer, et il y a une partie de son cerveau, parce qu'on sait que les parents le savent moins que les enseignants qui sont payés pour le savoir, on a affaire d'abord à une attention flottante. Ne pensez pas que vous avez affaire à des tas d'enfants qui viennent hyper concentrés, hyper mobilisés. Ils pensent à tout à fait autre chose, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on fait dans n'importe quel geste d'apprentissage. De temps en temps, cette attention est focalisée. L'enseignant, d'ailleurs, ce qu'il fait quand il met ses doigts en l'air, attention, quand il hausse les sourcils, il y a toute une partie de son cerveau qui est mobilisée pour vérifier, pour balayer dans sa classe, pour vérifier le niveau d'attention des élèves. Il ne s'en rend même pas compte parce que c'est une partie de cerveau qu'on voit s'énerver, mais dont lui n'a pas conscience. C'est qu'il crée l'épuisement au bout d'une journée d'enseignant. Ceux qui critiquent les enseignants n'ont probablement jamais enseigné, parce que c'est un métier épuisant à ce niveau-là. Et puis de temps en temps, des petits moments de concentration, quand on oblige l'élève à aller jusqu'au bout de la tâche, mais c'est des tout petits moments. Et on est constamment en train de jouer avec cette attention. Mais quand vous avez un concurrent absolu qui s'invite en classe, qui crée des notifications. Notifications, c'est le vrai problème des écrans. C'est pas l'écran tel qu'il existait quand il était sur un ordinateur, même portable, mais qui supposait une démarche. Par exemple, le scrollage. Si vous voulez éviter d'être prisonnier de votre scrollage, ce qu'on est tous, vous devez toujours faire en sorte que ça ne soit plus un automatisme cérébral. Et pour que déjouer un automatisme cérébral, il y a une stratégie dans un cerveau humain, c'est se poser une question pour passer par le cortex et répondre à cette question. Si chaque fois que vous allez vers votre écran, vous vous posez 2 questions. Première question, qu'est-ce que je vais faire sur cet écran? Avant d'y aller, hein, parce que le problème c'est que l'écran est tellement près de nous, il fait partie de nous maintenant. Avant, vous alliez sur l'ordinateur, vous alliez même ouvrir votre portable, il y avait toute une démarche de qu'est-ce que je vais faire. Fini. On évite cette question. Et si votre réponse c'est, je ne sais pas, je vais passer le temps, là, inquiétez-vous, vous êtes probablement face à un automatisme cérébral. C'est pas grave, hein, l'automatisme cérébral, on a tous. Ceux qui ont bu du café ce matin de manière automatique, vous avez fait jouer un automatisme cérébral. Et si quelqu'un vient vous emmerder à vous demander, tu prends un café comme ça ou tu prendras pas plutôt un thé? Vous allez dire, ben non. Au début, on laisse faire l'automatisme cérébral. C'est tout à fait normal de prendre son portable quand on a un temps un peu libre et puis de commencer à scroller. C'est un réflexe tout à fait normal. Sauf que, si on se pose la question et qu'on sait qu'on est en automatisme cérébral, il faut se poser une deuxième question une fois qu'on a une réponse qui montre que c'est un automatisme. Combien de temps je vais aller sur ce portable, sur cet iPhone, et je reste sur l'écran pendant un temps qui est fixé à l'avance. Si vous me dites 12 minutes et 37 secondes, ce n'est pas 12 minutes et 38 secondes. Et là, vous allez déjouer complètement le mécanisme addictif parce que vous avez fixé une temporalité préalable. C'est comme ça qu'on évite et qu'on utilise à ce moment-là, y compris le scrollage. Si vous me dites, je vais sur une journée, je m'autorise 3 moments de scrollage au cours de journée de 12 minutes. Je peux vous assurer que ça aura un très bon effet sur votre équilibre mental, parce qu'on a besoin de ce type d'activité.
mais que vous n'aurez pas été piégé par les mécanismes qui essayent de capter votre attention. Et donc c'est vraiment important d'avoir ce réflexe, de poser la question pour mettre en cause la temporalité de l'écran. Parce que, évidemment, qu'à l'école, c'est pas le lieu de l'écran récréatif, de l'écran ludique. Ça m'a paru tout à fait normal, et je peux vous assurer que ça a été fait en Fédération de Bruxelles, il n'y a pas de résistance. Les enseignants disent « Ouf, on nous a enfin débarrassé de ça ». Nous, en tant qu'enseignants, on peut dire aux élèves « Prenez votre iPhone, on va aller chercher à ce moment-là, si on dans les lieux sécurisés, et parce que c'est à des fins pédagogiques, on peut utiliser l'écran, mais plus d'écran ludique et récréatif ». Le temps professionnel, comme le temps scolaire, c'est le temps obligatoire. Et puis vous avez un deuxième temps, qui est le temps familial. Le temps familial n'est pas un temps libre, c'est un temps négocié avec d'autres. La lecture, par exemple, si vous voulez initier des enfants, des adolescents à la lecture, j'ai ça très souvent, parce que des parents qui viennent me dire « Mais comment on fait ?» Ils ont deviné intuitivement que c'était le meilleur prédicteur, et c'est une réalité. Si je montre 3 photos d'une classe avec les résultats scolaires de cette classe le fondamental, qu'on appelle le primaire chez vous, en fondamental, puis une deuxième photo, collège, lycée, secondaire en Belgique, et on vérifie le résultat de ces élèves, une corrélation absolue. Si ça ne travaille pas très bien en fondamental, ce ne sera pas mieux en collège, lycée, corrélation absolue. Puis après, troisième photo, la réussite socio-professionnelle ultérieure de ces enfants. Aucune corrélation. Vous avez des enfants qui avaient très beaux résultats à l'école, qui se sont complètement vautrés, d'autres qui avaient des résultats catastrophiques et qui ont réussi une carrière brillante. Par contre, quatrième photo, c'est la photo magique qui montre les lecteurs spontanés. Si un enfant lit spontanément, corrélation absolue avec la réussite socio-professionnelle ultérieure, parce que le fait, la lecture et le fait de transformer ces jeux en jeux éducatifs, ce sont tous des éléments qui sont effectivement des grands prédicateurs de réussite, parce que ça montre que l'enfant, que l'adolescent n'a pas perdu son envie de savoir, son désir de savoir. Et c'est important à ce moment-là, effectivement, de se demander, mais comment est-ce qu'on lit? Et beaucoup de parents me disent, il ne lit pas. Je pose toujours la question à ces parents, vous lisez. Et les parents, généralement, répondent, moi, monsieur, j'ai pas le temps, désolé, j'ai pas le temps. Comment voulez-vous que les enfants lisent s'ils ne voient pas des adultes qui lisent? La meilleure façon de faire lire ces enfants, c'est pas de les obliger à lire. L'école peut avoir un rôle, mais obliger à lire, c'est pas le bon plan pour dire que la lecture est agréable, mais il faut voir des adultes qui prennent du plaisir à lire. Et donc, en faire quelque chose qu'on va partager avec des moments de lecture où chacun choisit son livre, mais on va décider, par exemple, le samedi, de telle heure à telle heure, toute la famille lit. Papa lit ses livres, maman lit ses livres, le petit frère lit ses livres, tu lis tes livres, tout le monde lit, et on prend du plaisir à lire de telle heure. Si vous faites ça sur le temps d'écran libre, en disant, plutôt qu'aller sur ton écran, tu ferais mieux de lire, comme on fait trop souvent, on néglige le fait d'abord que ce ne sont pas du tout les mêmes circuits mentaux qui sont utilisés pour l'un et pour l'autre, et surtout que pour les écrans, ce sont des circuits courts, pour la lecture, c'est des circuits lents et longs, plus difficiles à activer. C'est un peu comme si je vous disais, il y a un gâteau au chocolat ou une salade. À part celles qui ont fait, ou ceux qui ont fait un travail sur eux-mêmes pour se dire c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour l'emploi, etc. Le gâteau au chocolat, généralement, est plus attractif parce qu'il crée effectivement une appétence par rapport à des circuits courts. C'est la même chose avec les écrans. C'est plus attractif. Les jeux vidéo, etc., c'est beaucoup plus attractif. La salade, il faut faire tout un détour. Eh bien, la lecture, c'est la même chose. La lecture stimule, les écrans stimulent par exemple les jeux vidéo des circuits de survie, en gros. Par contre, la lecture, ce sont les circuits lents qui sont par exemple ceux de la reconnaissance faciale. Quand vous reconnaissez quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, vous avez un petit voix, je reconnais, c'est lui. Et c'est exactement ce qu'on a quand on vit ce qu'on appelle la jubilation de la 7e page. Les lecteurs la connaissent. Quand vous prenez un livre nouveau, vous ne comprenez rien, c'est normal. Les premières pages, je comprends rien, je comprends rien. Et à la 7e page, là, ça se met en place, et vous avez cette jubilation qui vous incite à continuer à lire. Mais si vous n'acceptez pas l'idée qu'il y a un temps, qu'il faut un minimum de contraintes, que c'est moins facile et moins... vous n'aurez jamais cette jubilation de la 7e page. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne m'intéresse pas. Et qu'il faut apprendre dans un contexte de lecture. Donc dans cet environnement qui est celui des écrans négociés. Décider par exemple, dans le temps familial, que les écrans à table, c'est pas un bon plan. Mais alors papa et maman ne prennent pas d'écran non plus. Moi quand je vois des adultes dire « Oh, t'es tout le temps devant tes écrans » et eux-mêmes sont, en prononçant cette phrase, eux-mêmes sont sur un écran,
le repas, personne ne prend un écran. Papa ne va pas lire les mails, il ne répond pas aux sollicitations, et on est dans un temps, on va vers cette société-là. Hein. Donc toute la tendance actuelle va dans ce mouvement-là. Regardez les restaurants. Si vous avez un restaurant où il n'y a pas de Wi-Fi, il y a 10 ans, le restaurateur s'excusait en disant « Désolé, on n'a pas de Wi-Fi ». Maintenant, il vous dit « On a des zones free Wi-Fi si vous voulez, et vous pourrez enfin parler les uns avec les autres, parce que là, il n'y aura pas de Wi-Fi. » Dans les trains, on est en train de mettre en place des zones free Wi-Fi pour ne pas être dérangé par les gens. Et donc, vous avez effectivement cette demande de temps de déconnexion. Quand on va faire une balade en forêt, par pitié, personne ne prend son écran, ni papa, ni maman, ni les enfants. Ils vont accepter, et on le voit d'ailleurs dans les recherches qu'on est en train de mener actuellement, ces moments de déconnexion sont bien vécus par tous, y compris par les enfants, si elle est partagée et si elle est temporaire. Si vous dites plus d'écran, et la lutte contre l'écran, ou si vous dites pas d'écran pour toi, mais pour moi, je me réserve l'accès tant que je veux, ça ne marchera pas. C'est un espace partagé, c'est pour ça que quand on fait une maison de jeunes, on doit avoir des temps d'écran, des temps sans écran, et on doit être capable de jouer avec ce temps négocié, qui est le temps familial, ou le temps institutionnel, qui supplée alors le temps familial. Et puis il y a ton temps libre. Ton temps libre, tu fais ce que tu veux. Et c'est important de le préserver de cette manière-là pour vous, pour vos enfants, et pour les personnes dont vous vous préoccupez, qu'ils puissent se donner du temps libre. Les enfants n'ont pas besoin d'adultes qui se préoccupent d'eux tout le temps. Ils se préoccupent d'eux, oui, mais pas qu'ils s'occupent d'eux tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des moments où papa et maman puissent dire « Là, non, je suis là pour personne. Je n'existe pas, et donc je suis dans mon ikigai, ce qui n'appartient qu'à moi. Mais je vais respecter le moment où toi tu l'es aussi, et je ne vais pas te dire, oh, ce jeu-là il est nul, pourquoi tu joues à cette connerie, pourquoi tu regardes ce dessin animé que je trouve, moi, débile, alors qu'en réalité, toi tu l'aimes, si tu l'aimes, il y a certainement de bonnes raisons. Hein. Et il faut toujours avoir la modestie quand on va explorer cette planète qu'on appelle la planète adolescente, il faut avoir la modestie d'un ethnologue, pas l'arrogance d'un envahisseur. Dire je sais ce que tu aimes, ce qu'il faut aimer, et tu vas aimer ce que j'aime. Non, qu'est-ce que tu aimes? Explique-moi. Pourquoi tu aimes ça? Je vais terminer effectivement, parce que c'est ça aussi, il faut quand même qu'on ait une réponse par rapport à ce chiffre qui fait peur. Quand on dit 45% seulement s'estiment heureux, tout le reste s'estime malheureux, il faut savoir à quoi on a affaire. Quand j'étais à Annecy, je me dis je vais en profiter, puisque je vais voir 10 grands groupes de jeunes, je vais leur poser la question. Vous, et là, effectivement, j'ai à peu près les mêmes chiffres. 45, 55, ça tournait, donc ça validait. Donc on dit attention, c'est très dangereux de poser la question de cette manière. Je vais le faire comme je vais le faire avec vous d'ailleurs ici maintenant. Je ne vais pas vous demander est-ce que vous êtes heureux ou malheureux, mais de situer votre bonheur sur une échelle du bonheur graduée entre 0 et 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Tout le monde a son chiffre. Qui a 7 ou 8? Très bien, vous avez le chiffre parfait, vous ne bougez pas. C'est le chiffre du bonheur serein. C'est-à-dire les personnes à qui on demande « ça va ?» « ça va et toi ?»« ça va ?» Très bien. C'est ça le vrai bonheur, c'est le bonheur durable, hein, le bonheur serein et durable. Ceux qui ont 9 ou 10, bon, ne vous faites pas de soucis, c'est pas grave hein, non plus. Simplement, soit vous êtes dans l'état amoureux, le plus beau moment pathologique d'un être humain normal, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est un moment pathologique. Distorsion de la réalité, on idéalise l'autre, on voit absolument pas ses défauts, tendance à avoir un moment des sentiments de manque absolu quand il n'est pas là, des pensées disruptives, on pense à lui alors qu'on ne devrait pas penser à lui, etc., parce qu'on est occupé à autre chose. Vous avez en réalité plein de symptômes qu'on identifie comme étant clairement des symptômes pathologiques. Ça ne peut pas durer, hein. Il faut vous dire, l'amour dure 3 ans, dire certains, c'est pas vrai, l'amour ça peut durer toute une vie, mais l'état amoureux, au-delà de 3 ans, vous rendrez inapte socialement, incapable professionnellement et épuisé physiquement. Donc c'est pas possible que ça dure. C'est pour ça, effectivement, qu'on doit savoir que 9 ou 10, c'est un état temporaire. Soit vous êtes amoureux, soit vous venez d'obtenir un avantage ou une satisfaction majeure qui a été longuement attendue. C'est-à-dire quelque chose que vous désirez. Alors, n'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure, on est né dans la publicité, la société de consommation, ça veut dire qu'on va essayer de vous persuader que vous devez toujours être à 9 ou 10. Ça veut dire que voilà, si vous avez ça, vous allez être content et vous allez essayer d'obtenir. Vous le ah, il y a autre chose que vous devez obtenir maintenant, et on va constamment vous donner l'illusion que vous devez être à 9 ou à 10. Si vous avez 6 ou 5, c'est sans doute que vous devez réfléchir à la forme que vous donnez au bonheur. Il y a un petit souci. En dessous de 5, je fais une consultation après, parce que là, c'est un vrai souci. Mais 7 ou 8,
ces deux chiffres-là sont des chiffres absolument magiques, 7 encore plus que 8 d'ailleurs. C'était vraiment le chiffre de la personne qui dit me savoir. Et c'est l'euphorie est mise à distance et on accepte l'idée qu'on doit juste être bien dans sa vie et être serein. C'est aussi le casseur de cailloux du médian, c'est-à-dire celui qui dit je gagne ma vie. Je ne prends pas mon pied, mais je gagne ma vie. On doit accepter cette posture-là. Parce que quand, effectivement, j'ai fait le même exercice avec ces jeunes qui appartenaient tous à la génération de verre, ben, j'ai constaté que la plupart d'entre eux se mettaient 7. Vous savez qu'ils sont dans le bonheur serein. Mais ils rajoutent, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le bonheur que mes parents attendaient pour moi. Ils voulaient 9 ou 10. Donc ils s'estiment décevants par rapport au niveau de bonheur attendu par des parents qui les ont convoqués à naître. Parce que c'est aussi une caractéristique de cette génération de verre. Elles ont beaucoup de pression sur ses épaules. Parce que ce ne sont plus des événements, ce ne sont plus des accidents ou des heureux événements. Ils ont été convoqués à naître par des parents qui les ont programmés. Et donc, on les a programmés à naître. On voulait qu'ils soient parfaits, dans un monde parfait, avec des parents parfaits. Un parent doit faire nécessairement cette triple deuil. Le monde montre par toutes ses facettes qu'il n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il ne détient pas des sources d'émerveillement. Le parent, il doit accepter évidemment qu'il n'est pas parfait, parce que sinon il ferait que des parfaits crétins. Et l'enfant lui-même, on doit l'aimer non pas en dépit de ses imperfections, mais à travers ses imperfections, parce que c'est ce qui va faire sa singularité. Quand on accepte ça, on réduit la pression. Pour en parler pendant des heures, je vais m'arrêter pour laisser une place à vos questions, parce que c'est toute la pression qu'il y a, par exemple, sur un enfant qu'on prétend surdoué ou sous-doué, dans lequel on va cadrer son développement. Parce que, je veux dire très schématiquement, un enfant, c'est d'abord un tempérament. Ça, c'est la loterie, hein, le tout petit bébé. Si vous avez un bébé facile ou difficile, personne ne peut vous expliquer pourquoi. C'est vraiment la loterie. Ouais, mais le problème, c'est que ce tempérament, il va rencontrer un certain nombre d'événements et on va qualifier ce qu'il est en fonction de ces événements. Il faut toujours être très attentif quand on est parent au premier mot qui qualifie notre enfant. La petite, là, elle est douce, là. Lui, c'est un petit Spirou, hein. Hop, c'est parti. On est en train de créer un personnage dans lequel il va devoir inscrire sa personnalité. Et puis cette personnalité, à un moment donné, va devoir s'inscrire dans une histoire, dans le récit d'une vie. C'est ce qu'on appelle l'identité. L'adolescence, c'est cette personnalité qui commence à se constituer à l'intérieur d'une histoire. Ce qui est important, c'est d'accompagner ce développement en laissant l'enfant, l'adolescent, devenir le plus possible ce qu'il est et lui permettre de le faire dans ce climat de sérénité. C'est pour ça que j'aime toujours bien terminer les conférences par ce mot sérénité, parce que le catastrophisme ambiant, c'est-à-dire l'idée où on a affaire à une génération de crétins qui est peuplée d'un tas d'adolescents qui sont victimes de problèmes de santé mentale parce qu'ils sont saturés par des écrans qui ne dominent plus, tout ça ne correspond à rien du tout, et en tout cas certainement pas des fatalités. C'est nous ensemble, et moi je trouve que ce que vous faites ici à Valenciennes et de manière générale en France, lorsque vous avez ce qui est à mon avis le résultat de ce qu'on appelle les cités de l'éducation, c'est-à-dire qu'on se mobilise ensemble autour des enfants et de leur développement, ça suppose d'avoir des référentiels communs, mais il faut que ces référentiels sortent à tout prix du catastrophisme et qu'on puisse être plutôt dans l'idée, mais comment est-ce qu'on va, par exemple, nourrir l'émerveillement, comment est-ce qu'on va favoriser le développement d'adolescents, d'enfants qui n'ont pas peur de grandir parce qu'on leur présente en permanence le monde futur comme étant un monde dans lequel il n'est pas possible d'avoir sa place en étant non pas pleinement heureux, mais heureux de manière sereine. Merci pour votre attention et je suis Bonjour. Bonjour. Et merci